Bonjour, aujourd'hui je reviens pour vous parler de Barthes. Avant toute chose, je ne suis pas experte sur Roland Barthes, je suis juste plongée dedans par mes études actuellement et c'est une pensée que je trouve extrêmement intéressante, très enrichissante et toujours d'actualité, même si la recherche quant aux médias et à l'analyse des signes et des sens a beaucoup évolué et est assez omniprésente dans notre quotidien maintenant. C'est quand même l'un des membres fondateurs de la réflexion quant à l'environnement dans lequel on vit et aux messages qui nous sont transmis. Donc je trouvais ça intéressant de faire une vidéo dessus. Et bien sûr le contenu que vous allez voir est non exhaustif. Je viens pour vous parler des mythologies. Alors, Barthes est un auteur, philosophe, critique littéraire et sémiologue. Sémiologie, science humaine sur laquelle je reviendrai après, qui est né en 1915 et qui est mort en 1980. Il s'inscrit dans le mouvement post-structuraliste, donc c'est un mouvement dans lequel ces penseurs réfléchissent les phénomènes sociaux en les expliquant par leur structure. C'est-à-dire que les éléments qui adviennent socialement sont régis par la structure qui a été construite et conçue pour eux. Donc comme dit antérieurement, Barthes il s'inscrit dans une science dont il est fondateur, qui est la sémiologie. Mais qu'est-ce que la sémiologie qui tirait cette science de Ferdinand de Saussure, que je cite, la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. Donc ceci est la définition de la sémiologie. Cette science reprend des bases linguistiques, mais les applique du coup à toute manifestation de la vie sociale. Dans les mythologies, Barthes revient sur des éléments des années 50. Il a écrit ce livre, la première chronique qu'il a écrite date de 52, qui est celle sur le catch, également la première de l'ouvrage, c'est Le monde où on catch. Il va par exemple reprendre des affiches publicitaires, des événements, des faits sociaux au sens d'habitude de vie, des articles de journaux, bref, en somme, des éléments constitutifs de son époque. Et grâce à ces phénomènes sociaux, il va montrer que la société est régie par la bourgeoisie. Barthes avait une réelle aversion envers la bourgeoisie en règle générale. Il va du coup faire une analyse du discours, mais qu'il va appliquer également à l'image. Donc, il tire 3 messages. Le premier étant le linguistique, qui amène à analyser le message que l'on lit. Le second étant le plastique, qui amène à analyser les choix de mise en forme. Et l'iconique, qui amène à analyser les objets que l'on voit. Donc, par exemple, il va étudier une affiche Panzani, où du coup, le langage linguistique, ce sera les slogans, la police ou le nom de la marque. Ensuite, la plastique, c'est le cadre, l'échelle choisie, la prise de vue, les couleurs, la lumière et la mise en forme. Et enfin, l'iconique, c'est par exemple, si on voit des tomates dans un filet, ça donne l'idée qu'on revient du marché et ça donne une espèce d'italianité et de produit fait maison pour le consommateur. Son souci, c'est vraiment d'écrémer et de prouver le fondement même de la construction des mythes qui ont été fournis par son temps. Il y a des éléments de vie, de société qui nous semblent tout à fait naturels parce qu'ils font partie de notre quotidien et il va essayer de les déconstruire un à un et d'expliquer comment un mythe fait croire que quelque chose est justement dans la nature alors que c'est une construction culturelle. Il va du coup réfléchir de façon graduelle, c'est-à-dire que le mythe est construit avec un signifiant, un signifié, qui construisent le signe, et du signe sort un signifiant et un signifié. Il y aura un tableau qui est du coup dans l'édition des mythologies
page 219 si ça vous intéresse, dans la seconde partie qui est le mythe aujourd'hui, où il explique un peu plus, donc c'est dans la postface, et qui amène du coup une réflexion plus simple d'abordage que la première partie, où effectivement les mythes qu'il décrit sont pas forcément au goût du jour et recontextualisés pour un lecteur du 21e siècle et de 2020. Donc je vais m'appesantir un peu sur le pourquoi du comment. Grâce à son analyse des mythes, Barthes il va vouloir montrer les problématiques de son temps, notamment l'empreinte coloniale qui est toujours d'actualité, notamment dans la chronique Bichon chez les nègres, où en fait c'est l'histoire d'un couple de blancs avec son enfant qui se rendent en Afrique et qui présentent leur enfant comme une sorte de figure angélique christique qui fait que le peuple africain, soi-disant cannibale et sauvage, ne le mange pas et que c'est quasi un miracle. Et que cela est dû évidemment à la candeur, à la beauté quasi inhérente à l'enfant blanc. Donc voilà, grâce à ce type d'analyse de journaux et d'articles, d'œuvres et de phénomènes sociaux, il va réussir à montrer les problématiques de son temps et la façon dont nous-mêmes on les perçoit et on a intériorisé tout ça. Également pour d'autres phénomènes sociaux, je pense notamment à une série photographique qui avait été faite pendant un été dans le Figaro autour des écrivains en vacances. Et dans sa chronique, Barthes il explique que le journal veut à la fois donner une notion de proximité avec le lecteur, du fait que l'écrivain est en vacances comme la plupart des Français, et donc du coup il y a une figure d'identification, mais qu'à la fois l'écrivain lit des œuvres illustres et qu'il n'est à la fois jamais en vacances et à la fois qu'il est, ça laisse encore l'écrivain sur ce piédestal qui lui est déjà donné, surtout dans la culture française. Il y a cette espèce de langueur de l'été, l'espèce de farniente, et à la fois cette idée de glorification du génie constante, et il ironise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Barthes est aussi critique, mais taquin, dans un sens, avec les mythes qu'il énonce. Je pense qu'il y a réellement un rire jaune de sa part quant au phénomène qu'il décrypte. Pour revenir sur la notion de mythe, il y a vraiment l'idée que le producteur du mythe, il fait en sorte que le lecteur ne voit pas dans le mythe un sens sémiologique. Le producteur du mythe, il veut faire croire au lecteur qu'il y a un système de faits alors qu'il y a un système de valeurs. Ça laisse entendre qu'il y a un en soi inhérent aux éléments auxquels on est confronté, et ça ne nous laisse pas nécessairement la place à la réflexion. Pour aller au-delà de la pensée de Barthes, c'est tout ce qui est aussi vu en médiologie, en Media Studies, ou les SIC en français, sciences de l'information et de la communication, qui sont maintenant enseignées assez largement. L'image devient de fait symbolique et iconique. En fait, l'image littérale, elle est de l'ordre de la dénotation. L'image symbolique, elle est de l'ordre de la connotation. Et ça suppose une culture qui est partagée et inhérente à tous. Et on peut lier sa pensée à l'idée que tout est politique. C'est-à-dire que la façon dont va être présenté quelque chose, que ça soit par le langage, que ça soit par l'image, aura toujours été réfléchi auparavant avec un enjeu précis, et surtout dans la publicité et dans les médias en règle générale. Et je trouvais ça intéressant de vous faire cette vidéo-ci maintenant, parce qu'on a beaucoup d'informations, d'autant plus depuis les événements récents, que c'est un petit peu compliqué de déceler tout ça et de prêcher le faux pour trouver le vrai. La dernière analyse que fait Barthes et sur laquelle je vais revenir, c'est l'analyse du message linguistique qui se pose comme fonction d'ancrage et de relais.
Donc la fonction d'ancrage, c'est l'image polysémique. Le lecteur, il peut choisir certains signifiés, mais il peut aussi en ignorer d'autres. En fait, le langage, il permet d'insister sur un élément précis et sur certaines caractéristiques aux dépens d'autres. Et c'est comme ça que dans son œuvre, que sont les mythologies, il arrive à montrer à quel point un sujet est biaisé par le média qui le crée et le traite. À mon sens, c'est très intéressant de lire ceci, même si c'est un petit peu compliqué, comme je l'ai dit antérieurement. Chronique que je préfère, c'est peut-être L'écrivain en vacances. Je trouve qu'elle est quand même assez brillante et sarcastique, et à remettre maintenant au goût du jour avec les stars actuelles et ça s'applique aussi au cinéma, à mon sens. L'usager de la grève est extrêmement sarcastique également, cynique, et toujours aussi intéressante sur le rapport des classes. Barthes, il disait qu'il était intolérant à l'intolérance, et c'est exactement le propos de cet ouvrage aussi. Il détestait la société bourgeoise dans laquelle évoluaient les années 50. Le fait que ça soit celle-ci qui régisse toute la société créait justement un système oppressif qui était non perçu par la plupart de la population. Après, Barthes, ce qui a pu lui être reproché, c'est qu'effectivement c'était un homme lettré, c'était un universitaire, que c'était un homme de gauche avec des revendications politiques, et cet ouvrage, on peut que dire qu'il est politique, mais qu'effectivement il était quand même de ce qu'on appellerait aujourd'hui la classe moyenne, et qu'il était là pour défendre les prolétaires, mais prolétariat auquel il prenait pas part, si vous voulez. Du coup, il y a aussi une partie assez autocritique quant à sa position. Quand il écrit L'écrivain en vacances, il est aussi dans cette position, et on le qualifiait de petit bourgeois. Mais c'est quand même intéressant de voir ce qu'il a fait, sa pensée, et je pense très sincèrement que ça a amené les gens à réfléchir plus amplement sur la façon dont il consommait l'information. Pour donner d'autres pistes, parce que c'est pas le seul à avoir réfléchi à ça, évidemment en médiologie on peut citer Régis Debray avec une base fondatrice de sa pensée qui sont les 5 W plus H. Donc c'est les questions à se poser lorsqu'on est face à un média. Where, when, who, why and what. Et après how. Je vous listerai ça à l'écran. Avec les 5 W plus H, on arrive à trouver une information et voir si celle-ci est juste, correcte, de source sûre. Mais on peut également citer Foucault dans le mouvement post-structuraliste également, avec notamment Surveiller et punir, qui revient notamment sur la surveillance dans les prisons. Moi j'ai eu l'occasion d'étudier que la partie justement sur ce qu'il appelle le panopticon, qui était justement une prison en Angleterre. Je vous laisserai vous renseigner par vous-même, mais je compte lire Surveiller et punir bientôt, parce que dans la même lignée que Barthes, j'ai envie de m'instruire sur la façon dont sont régies les sociétés au niveau anthropologique, sociologique, médiologique aussi, et puis sémiologique. Enfin bref, voilà, beaucoup de logique. J'espère que ma pensée aura été claire, que mon explication aura été claire. J'avais vraiment très envie de faire cette vidéo depuis très longtemps. Depuis que j'ai reparlé de Barthes dans un bilan culturel, j'ai envie en fait de parler de son œuvre. C'est vrai que c'est des vidéos qui sont un petit peu compliquées à organiser, parce que c'est très très foisonnant comme ouvrage, c'est très intéressant, vraiment très intéressant, mais c'est compliqué de faire quelque chose qui soit à peu près condensé et sans perte de sens. On est dans le thème. J'espère que ça aura pu être une bonne introduction à ceux qui s'intéressent à Barthes, à ceux qui l'étudient et qui ont du mal à saisir en fait sa pensée. Le point le plus important, c'est vraiment signifiant, signifier, signe. Ça, c'est la base de Barthes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, restez chez vous, et puis voilà, ciao.